Alors CERAP, c'est une société qui a été créée en 1963. C'est une société qui est encore aujourd'hui familiale. Il y a entre 280 et 300 personnes qui travaillent sur le site de Goron. Donc la principale activité, c'est le refroidisseur de lait. Aujourd'hui, on réalise 50 millions de chiffres d'affaires et une moitié à l'export. Et il y a une dizaine d'années, on a développé un site en Inde. C'est-à-dire que notre PDG est parti avec sa valise en Inde et il a créé une usine de A à Z. Donc aujourd'hui, il y a 120 salariés là-bas. Et il y a 2 ans, on a racheté une usine au Brésil. Donc c'est plus simple et plus rapide. Et en fait, on essaie d'être présent sur les continents où il y a une grosse production de lait. Et, sachant que l'Inde est le premier producteur de lait au monde. Du fait du nombre d'habitants et du nombre de producteurs. C'est des petites quantités, bien évidemment, mais il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Alors la principale activité, c'est le refroidisseur de lait. Après, il y a un segment qu'on a développé il y a une dizaine d'années, c'est le vinicole. Donc vous le verrez cet après-midi, c'est impressionnant parce que le vinicole, c'est du produit sur mesure. Contrairement au temps calé où c'est le même partout, sauf au niveau du volume, le vinicole, en fait, c'est l'architecte d'intérieur qui décide ce qu'il veut. Et il faut tout simplement que ce soit plus beau que chez le voisin. Donc il faut que ça brille. Et donc là, nous, on peut faire tout ce qu'ils veulent, c'est juste une histoire de tarif. Voilà, donc vous verrez cet après-midi, c'est vraiment impressionnant. On est venu se positionner sur un marché ultra concurrentiel dans le vinicole, et en fait, ce qui fait qu'on s'est développé, c'est qu'on a apporté la même qualité dans le vinicole qu'on a pour le lait. Et c'est ce qui a fait la différence avec les fabricants historiques. Alors sinon, on a également un domaine d'activité dans la surgélation cryogénique. Donc ça, c'est du refroidissement à très basse température pour des produits alimentaires tels que les fraises ou les crevettes. Alors, quel que soit le domaine, en fait, c'est de l'inox et c'est de l'échange thermique. C'est là-dessus que CERAP a développé son activité depuis 55 ans. Et puis on fait également un petit peu de process industriel pour la pharmacie ou pour les laiteries, enfin pour les usines de transformation. Et il y a également le service après-vente, évidemment, qui est une grosse activité. Alors là, donc on voit en vert la partie activité refroidisseur. Donc on voit, alors ça a baissé depuis 2016. Le vinicole a pris un peu plus d'ampleur, mais ça reste quand même l'activité vraiment importante de CERAP. Donc là, l'usine, vous la connaissez certainement pour la plupart d'entre vous. On a 17 000 m² d'atelier avec bureau. Bon, l'effectif varie entre 280 et 300 personnes. On recrute des chaudronniers, toujours. Ça, c'est un peu la difficulté, de trouver du personnel pour travailler l'inox. Notre PDG, c'est Harry Boitin, donc c'est le fils du fondateur. Donc là, on voit toute l'équipe. Donc là, en Inde, on voit l'usine. C'est une usine qui est aussi moderne que celle de Goron. Donc là, on est parti de rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 100 personnes à travailler là-bas, il y a 120 personnes aujourd'hui qui travaillent là-bas, on est passé de 90 à 120, et donc on a tout développé de A à Z. Donc on voit l'équipe indienne, alors on voit notre PDG au milieu. Là. Donc on a également une agence au Mexico. Alors en fait, ce qui se passait pour l'Amérique du Sud, quand les matériels partaient d'ici, c'était compliqué d'assurer des délais de livraison raisonnables à cause des transports et tout ce qui en suit. Donc on a une agence au Mexique qui permet d'approvisionner les pays de l'Amérique du Sud plus rapidement, et d'éviter d'avoir des délais de 3 ou 4 mois. Donc là-bas, il y a seulement 7 personnes qui travaillent, puisque c'est juste un centre de transition et d'assemblage. Donc là, toutes les cuves qui vont là-bas partent d'ici par conteneur, soit d'ici, soit de l'Inde. Alors les conteneurs peuvent contenir une cuve jusqu'à 30 000 litres. Donc c'est le problème de l'acheminement des refroidisseurs, c'est qu'on ne peut pas les compresser, on ne peut pas les comprimer. C'est extrêmement lumineux. Donc là on voit l'usine indienne, on fait l'usine brésilienne. Et là, on voit la gamme de refroidisseurs. Alors en France, principalement de gamme. Donc la gamme FSE, c'est ce que vous avez pour la plupart chez vous. Donc ça va de 900 à 30 000 litres.
Donc aujourd'hui, on livre encore des 900 litres hein, et on livre des 30 000 litres. Donc selon la production, selon les régions, que ce soit du brebis, du vache, enfin des chèvres et tout ce qui s'ensuit, on peut fournir toute capacité, quoi. Et puis à droite, donc, on voit les cuves verticales, hein, ce qu'on appelle les tanks silos. Donc ça, bah, ça démarre, hein, c'est un nouveau produit puisqu'on on commence à 10 000 litres, quoi. Et l'avantage de ces cuves, c'est qu'elles sont mises dehors. Donc il n'y a pas besoin de faire des bâtiments, il n'y a pas besoin d'architecte, il n'y a pas besoin de maçon, il n'y a pas besoin de tout ça. Alors par contre, évidemment, il y a un surcoût. Il y a un surcoût. Donc voilà, mais bon, aujourd'hui, on en vend beaucoup en Europe centrale, parce qu'on est sur des grosses exploitations, et puis notamment l'Angleterre et l'Espagne. Et puis donc en France, c'est principalement le Nord. Ouais. Alors là, on voit en Inde, on est sur des produits différents, puisque évidemment, les productions moyennes là-bas, enfin les producteurs ont entre 2 et 4 vaches. Donc ce qui se passe, on a un refroidisseur dans le milieu de la ferme qui sert de centre de collecte en fait. Et donc tous les producteurs, tous les matins, amènent leur production excédentaire, qui représente, ça va aller de 10 à 20 litres, pour venir remplir ces tanks. Donc on a des tanks de 10 000 installés là-bas dans les villages. Il faut imaginer qu'il y a à peu près 1000 producteurs, 1000 à 1500 producteurs qui viennent amener leur lait tous les jours. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y a énormément de villages et énormément d'habitants, donc il y a un gros potentiel dans les années à venir, quoi. En fait, on fonctionne comme en France il y a 50 ans, c'est-à-dire que le lait, il y a tout à mettre en place pour la collecte du lait, quoi. Alors là, on voit la cryogénie. Alors la cryogénie, c'est une petite activité, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle les tunnels. Alors à l'entrée, on va déposer les ingrédients sur la partie bleue, et lorsque ça ressort après, à l'autre bout du tunnel, 2 minutes après, c'est à moins 30 degrés. Donc ça permet de refroidir très vite les denrées. Alors ça, c'est des produits qu'on vend, il y en a en France, il y en a en Turquie, il y en a au Japon, il y en a notre plus gros marché actuellement, c'est l'Arabie Saoudite, là où il y a les avions, quoi. Donc on travaille en partenariat avec Air Liquide. Donc, alors la difficulté aujourd'hui dans ces domaines-là, c'est qu'on refuse les commandes parce qu'on a trop de travail. Donc le vinicole et la cryogénie, on a du mal à fournir au niveau des produits. Donc là on voit des cuves vinicoles, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a 3 formes différentes hein, en fonction du choix des clients, quoi, et aussi de ce qu'ils veulent faire, quoi. Donc la cuve de gauche par exemple, hein, elle pourra être carrée, elle pourra être ovale, elle pourra être ronde, on pourra faire tout ce que vous voulez. Les pieds pourront être longs. Enfin, et donc ça, on livre ces produits principalement sur Bordeaux, mais aussi en Espagne, en Californie et en Russie, quoi. Donc partout où il y a du vin, quoi. Donc là, on voit un exemple de montage dans le Bordelais, quoi. Donc là, ce qui intéresse nos clients dans ce domaine-là, c'est qu'on réalise tout de A à Z, c'est-à-dire de l'étude jusqu'à l'installation. Et pour les architectes, c'est intéressant puisque ça permet que l'installation soit bien faite et que le produit soit bien fait. Alors bon, la différence avec votre métier, hein, c'est que il n'y a pas une grosse production, enfin il n'y a qu'une production par an, mais le litre est mieux valorisé, quoi. Parce que là, l'outil ne doit pas te donner. Ouais, on n'est pas sur des vins, effectivement, on n'est pas sur des vins de table ou des vins qu'on boit tous les jours, hein. Là, dans des châteaux comme ça, on peut supposer que les bouteilles, ça varie entre 30 et 300 euros, quoi. C'est les fameux vins qu'on entend parler, qu'on ne boit pas souvent. Mais c'est ce qui... Si le lait est à celui-là, on boirait du vin. Alors, on a une partie process industrielle, hein, notamment avec les entreprises. Alors, c'est souvent de la proximité avec des usines, notamment sur Mayenne, avec des usines pharmaceutiques, hein, ou des usines agroalimentaires hein, qui souhaitent conserver des fois des secrets de fabrication. Et donc, vu qu'on est une entreprise familiale, ça permet d'être sûr qu'on garde les secrets de fabrication. Alors nos métiers, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous verrez, les 2/3 des effectifs sont des chaudronniers, quoi. Parce que la grosse partie du travail sur un tank à lait notamment, c'est l'inox, quoi. On imagine, moi le premier, quand j'étais embauché chez Serap, j'imaginais pas qu'on puisse passer autant de temps pour fabriquer un tank, quoi. Et vous verrez, il y a plein d'étapes, hein, et puis il y a plein de contraintes, hein. Bon, le lait, vous savez mieux que moi, c'est fragile. Il faut que le tank soit bien soudé, bien poli, et puis surtout qu'il tienne longtemps, quoi. Donc ça nécessite beaucoup de travail au niveau chaudronnerie. Après, il y a la métrologie, hein. Donc ça c'est important puisque c'est la paye de lait, quoi. Tous les tanks qui sont chez vous sont homologués pour le jaugeage.
Ça veut dire que quand vous avez 1000 litres de collecté, c'est 1000 litres. C'est pas 1050 ou 950, hein. C'est précis à 3 pour 1000, quoi. Donc c'est extrêmement contraignant. Il y a les cuves à pression, il y a les échangeurs thermiques, hein, puisque tous les tanks qui sont chez vous, pareil, lorsqu'ils sont installés, on peut vous assurer qu'ils sont capables de refroidir la traite, un quart de la traite en moins de 3 heures. C'est-à-dire que normalement, tous les tanks qui sont chez vous ne dépassent pas les 3 heures de refroidissement. Ou alors c'est que vous produisez beaucoup plus que ce qu'il faudrait. Ou alors c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Après, il y a au niveau électrique, électronique, évidemment, on a des contrôles, puisqu'il y a un meuble de lavage et puis il y a un système de commande. Hein. Et puis après, il y a la structure composite. Alors vous verrez, la structure composite, c'est une petite activité, puisqu'aujourd'hui, il reste seulement l'isolation de la cuve. C'est-à-dire qu'un tank, normalement, il doit être capable de ne pas se réchauffer en journée. Hein. Donc il y a vous le verrez cet après-midi, il y a une isolation entre les deux qui vient garantir que la température sera maintenue. Notamment pour les cuves verticales qui sont à l'extérieur. Parce que lorsqu'elles sont exposées en plein soleil, il est hors de question que ça se réchauffe au fur et à mesure que ça refroidisse. Notamment quand c'est installé en Espagne ou dans des pays très chauds. Voilà. Donc, alors au niveau qualité, bon, ça, je pense que tout ce qui est administratif, hein, enfin, et puis qualité, vous êtes concerné aussi. Donc là, nos produits sont fabriqués selon l'ISO 9001. Ça veut dire qu'on respecte les normes de construction de fabrication internationale. On est ISO 14001, ça veut dire que quand on fabrique un tank CERAP, on respecte l'environnement. Bon, je pense que sur ce sujet-là, vous êtes bien concerné aussi. Donc, tout ça, ces normes-là, c'est ce qui nous permet de vendre à nos clients et qu'eux, ils s'engagent derrière à ce que le produit final et puis les produits qui seront vendus dans les supermarchés, hein, vos produits notamment, auront été faits en respectant tout ça. Alors ça, toutes ces normes, c'est pas une norme française, ce sont des normes internationales. Alors, ce qui est... Là, au niveau des marchés... Ouais, je vous montrer directement la carte. Au niveau des marchés, c'est impressionnant, il faut savoir que le premier client à l'export pour la France, c'est le Japon, quoi. Alors, le Japon, je crois qu'on ne peut pas faire plus éloigné comme pays, hein, mais en fait, ça nous a toujours tiré vers le haut, parce que les Japonais sont des gens très, très, très exigeants, quoi. Et toutes ces normes mises en place, c'est ce qui nous a permis d'aller sur ces nouveaux marchés, quoi. Alors après, les marchés les plus prometteurs, hein, c'est l'Inde, hein, comme je vous l'ai dit, puisque là-bas, il y a tout à faire. Et puis après, l'Amérique du Sud. Hein, parce qu'il y a des... Bon, c'est des pays... L'Amérique du Sud, c'est des pays d'éleveurs, hein, comme chez nous, comme l'Europe occidentale. Donc il y a beaucoup à faire là-bas. Et puis sinon, on est présent en Afrique, hein, on est présent en Australie, en Afrique du Sud. Bon, la Russie, évidemment. Alors la Russie, c'est un marché qui se développe, puisqu'on a fermé nos frontières en 2012. Hein, donc malheureusement, enfin tant mieux pour eux, enfin, ils se sont mis à produire mieux. Donc voilà. Donc voilà un peu notre marché d'activité. Alors c'est toujours impressionnant de voir qu'une petite entreprise de Boron arrive à vendre des produits dans le monde entier, quoi. Notamment le Japon, hein, je vous dis, hein, parce que le Japon, enfin pour y être allé une fois, enfin, on le voit dans leurs voitures, on le voit dans les appareils qu'ils vendent, hein. Ce sont vraiment des gens très très exigeants. Et ça nous sert aussi, puisque l'exigence qu'ils ont avec nous, on le répercute évidemment pour tous nos autres clients, quoi. Donc, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.